Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, pour nos causeries, bavardages, papotages, conversations de femmes, filles, mères. Aujourd'hui, encore une fois, avec Alice Turquet. Bonjour Alice. Bonjour Camille et bonjour à tous. Pour cet épisode numéro 7, donc, avec moi-même, donc Camille Farge, qui vais raconter aujourd'hui la conception, la grossesse, la naissance et les premiers mois de bébé Gaïa, donc mon quatrième enfant. Oui. Donc voilà, nous avons donc Alice qui est toujours hypnothérapeute, qui travaille et qui est spécialisée, qui aime travailler avec les femmes pour préparer les accouchements, Oui. donc période de grossesse, Mm. et de vous offrir la possibilité de voir des nouveaux concepts et mettre en lumière des choses que vous n'auriez pas pensées, problématiques ou non problématiques. À savoir que si vous avez quelque chose qui vous titille en disant ah oui mais là j'ai peur, eh bien sachez que Alice c'est son travail. Il y a plusieurs manières de faire aussi, de vous permettre d'enlever des peurs et de comprendre des mécanismes pour vous aider à vivre votre grossesse, votre accouchement et la suite de manière la plus belle possible. Oui. Voilà. Donc on espère que ce numéro 7 va vous révéler des nouvelles choses. Moi, ça m'a révélé des choses, évidemment, bébé numéro 4. Donc, je vais commencer à planter le décor du bébé numéro 4, Gaïa. Je suis à ce moment-là dans ma vie, ce qui est quand même assez rigolo, j'ai 40 ans, et j'ai décidé d'arrêter les hommes. Que j'ai déjà eu 3 histoires, 3 bébés, 3 hommes, toujours tout très compliqué. Je suis ravie d'être avec mes enfants, je suis toute seule avec mes 3 enfants. Et qui vont bien, hein. Je n'ai pas à me plaindre du tout, mais par contre je réalise que moi je ne suis pas faite pour la vie de couple, c'est pas du tout mon truc, je n'y arrive pas et donc je laisse tomber complètement. Je ne suis pas à la recherche d'hommes, je n'en veux pas dans ma vie. Du coup évidemment j'attire à moi un homme complètement différent et qui s'accroche à moi et qui, pour la première fois, moi, je ne fais pas d'effort pour lui plaire à fond. Ouais. J'essaye de rester qui je suis. Au contraire, malheureusement pour lui, j'ai un petit peu tendance à non, À vouloir le mettre à l'écart, du coup. Voilà, tu vas te faire mal, on va se faire mal, non, c'est compliqué, patati patata. Mais lui, taureau, je sais pas si ça joue beaucoup, mais bref. Et lui, avec la foi, son amour, aussi son humilité, parce que bon, je fais une petite digression, mais moi j'avais tendance à choisir des hommes grands, forts, baraqués, très grande gueule, très sûrs d'eux, qui du coup, j'étais sûre qu'ils allaient connaître la vie, j'étais sûre que là... Et bien là, c'est tout l'opposé. Il n'est pas très grand, il n'est pas très fort, il n'est pas du tout grande gueule, il est plutôt en retrait quand les gens y parlent ou machin, donc pour moi c'était très insécurisant ce genre de personnalité. Mais en fait, à l'intérieur, c'est le plus fort de tous, dans ce qui dégage d'amour et d'attention, et vraiment, il est présent, quoi. Donc, évidemment, ce que je vais vous raconter vis-à-vis de moi, ma grossesse, et de cet enfant-là, est complètement différent des 3 autres aussi, parce que j'avais un papa présent, aimant, accompagnant pour la première fois. Et oui. Enfin, le papa d'Elvire Philippe, il était quand même présent, mais fallait que je file droit, quelque part. Là, tu pouvais vraiment te permettre d'être toi. Exactement. Pour la première fois, je pouvais être complètement qui j'étais. Donc ça t'a fait une respiration. Ça a dû te changer la vie. oui, mais sauf qu'au début, j'étais quand même super en panique. Oui. J'étais super en panique de emmener pour une 4e fois avec moi quelqu'un que ça pouvait faire autant de chaos, quoi. Oui. Sauf que quand j'ai vu comment lui il était et qu'il était prêt à s'engager avec moi et qu'il me prenait avec mes défauts, mes qualités, mes enfants, mon bordel, mes ex, et que lui, il s'engageait à fond, prenait la responsabilité de nos vies sans me juger, sans juger les enfants et de prendre un rôle paternel vrai, à éduquer les enfants,
Envers tous les enfants, du coup. envers tous les enfants, pas là, sans être sadique, il était vraiment dans je mets des limites, je place mes limites dans moi, ma vie. Et j'ai vu que c'était quand même relativement sain comme manière de fonctionner. Donc, quand j'ai commencé à sentir et à voir que ça risquait de durer, vu le bonhomme, et qu'il élevait 3 enfants qui n'étaient pas à lui. Oui, et que ça se passait bien, du coup. Toi, t'étais... Parce qu'il n'avait pas encore d'enfants à l'époque. Et lui, il n'avait jamais eu d'enfants. Et toi, t'étais d'accord avec ses positionnements? Alors, il y a eu un moment avec Andrea, avec le garçon, Oui. Andrea a voulu faire un petit peu le rebelle. Et là, j'ai senti qu'il y a eu des grosses tensions pendant un mois et demi, où avec des gros coups de gueule, avec physiquement, à un moment, Marco a mis Andrea au sol en lui disant « Je te préviens que ta. » Là, j'ai eu des remontées d'angoisse. Oui. Que ça soit comme avec Filippo, Filippo. oui. Sauf qu'une fois que c'était passé, c'était passé. Après, il restait pas dans le... Et j'ai senti qu'effectivement, c'était vraiment bénéfique. Et aujourd'hui, je peux le dire que sans cette intervention-là vis-à-vis d'Andrea, Andrea aurait pu être très facilement arrogant, très arrogant. Et moins malléable qu'il est aujourd'hui. Mais malléable dans le bon sens pour lui, c'est-à-dire que il sait quand il se trompe ou quand il commence à être trop dans le je sais, je me la raconte ou je me la pète, ou humilité. Voilà, c'est une histoire d'humilité et de pas se mettre en haut de tout le monde, mais arriver à être en cercle, au lieu de vouloir être, écrabouiller tout le monde et se mettre en tête, quoi. Oui. Et c'est cette énergie-là qu'il a réussi à transmettre. Ok. Qui est quand même jolie. Oui. Qui est quand même vachement jolie. Donc toi, quand même, tu as eu un grand cheminement là pour accueillir une histoire qui était complètement différente des précédentes. Un homme qui rentrait pas du tout dans tes critères au niveau mental. Hein. Ah non, pas du tout. Et ça a duré combien de temps, ce cheminement ? Parce que j'imagine qu'au début, ça n'a pas été simple. Ouais, je dirais 1 année. Ok. Je dirais 1 année à le pauvre, je me blindais. Ouais. Et lui, il me remplissait d'amour. Il me disait que j'étais belle, que j'étais intelligente, que il me chargeait de tous les beaux mots possibles et inimaginables pendant 1 an. Et moi, je lui donnais rien, que des miettes. Bon, je faisais l'amour avec lui. On sait que les mots sont parfois trompeurs. Hein. Les hommes ont parfois l'art de parler et des mots. Mais tu sentais que les actes étaient cohérents. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il faisait en sorte que je me sente bien dans le monde matériel. Oui. Il participait. Au niveau des sous, c'était complètement égal. Oui. Il donnait autant l'un que l'autre. Mais moi, personnellement, je suis une personne... Tu sais, il y a différentes manières qu'on ressent l'amour. Bien sûr. Et moi, je suis dans la parole. Si quelqu'un me fait un compliment, j'arrive à remplir mon auto-estime pendant 1 semaine de ce compliment. D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles. Mais moi, on peut me faire plein de crasses au niveau matériel. Quelque part, ça ne me touchera pas. Mais on me dit un petit mot méchant, pouf, ça me ferme. Je suis très liée aux mots. Et lui, il l'avait compris, mais sauf qu'il ne l'a pas utilisé pour me faire du mal, comme certains pouvaient l'utiliser. C'est ça, tu as eu la chance là de tomber sur un homme sain. Voilà. La chance où les choses se sont faites comme ça, parce que ça peut être aussi, tu peux être aussi une proie dans ce cas-là. Oui, sauf que il n'aurait pas duré aussi longtemps. Ouais. En étant fermée comme je l'étais. C'est-à-dire que j'avais peur de tomber sur un mec comme ça aussi, d'une certaine manière. Et donc c'était ton test à toi un peu. Ouais, voilà. Je me suis dit, le mec, inconsciemment, tu vois, si le mec, il arrive à tenir aussi longtemps avec une femme qui lui donne rien, alors qu'avant, j'encensais mes hommes, je disais qu'ils étaient les meilleurs, que machin, que truc. Tu vois, j'étais aussi dans les mots parce que c'était mon mode de communication privilégié pour donner de l'amour. Oui. Dans l'admiration, il fallait que je sois dans l'admiration. Donc, là. Et là, j'ai rien donné, rien du tout. Donc, je pense que quelque part, j'ai dû être protégée parce qu'un mec qui reçoit rien et qui aime vraiment pas en retour... Pas rien, pas rien non plus. Tu disais que vous faisiez l'amour. Évidemment. Voilà. Oui. Donc, il y avait des partages. Et... Oui. Je donnais le minimum syndical, on va dire. C'est horrible. Ouais. Non, après, oui. Et je donnais quand même de ma présence, effectivement. Oui.
Et oui, je peux expliquer aussi aux femmes le déclic que j'ai eu, c'est-à-dire que moi j'avais la blessure d'abandon en fait, qui était très Ouais. très forte. J'avais une blessure d'abandon que aujourd'hui j'ai réussi à passer. Je suis trop fière de moi. Super. Yeah, retravail émotionnel cette année 2020. Ouais. Et avec lui, j'avais toujours un petit peu cette blessure. Enfin, j'avais Oui. toujours cette blessure d'abandon, évidemment. Donc, c'est comme ça que je me blindais. Et lui, au bout d'un an, en fait, je me souviens très bien où c'était. Des espèces de moments Oui, ils sont hyper intenses. figés, Ouais. marqués, l'environnement C'est est de compte. beau, émotionnellement hyper fort. Et je me souviens, il m'a fait un petit compliment, ou je sais pas quoi. Puis j'ai fait une pitchonnette en disant oui, mais c'est pas comme toi. Ou tu sais, vraiment pas gentil, quoi. Ouais. Et là, je le sens qui devient tout blanc, qui me regarde, mais désolé, et qui me dit écoute, Camille, je t'aime, mais franchement, là, j'en peux plus. Je te remplis d'amour et tu me donnes rien. Je suis en train de dessécher, j'en peux plus. Et il se met à fondre en larmes dans la bagnole, l'air de dire bon bah ça y est, j'arrive au bout de mes capacités, quoi. Et là, à l'intérieur de moi, ça a fait oh non, je veux pas le perdre, Camille, bouge, secoue-toi, le perds pas, vas-y, va le chercher, Ouvre-toi. Ouais, vas-y, donne tout ce que t'as là, c'est le moment de craquer, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de montrer que tu l'aimes, quoi. Et là, pour la première fois de ma vie, vraiment, je m'excuse, pardon, je suis désolée, je t'aime. Et j'ai réussi à dire pour la première fois de ma vie à un homme, en vrai, en le pensant, je t'aime. Qu'avant, j'étais bloquée, j'arrivais pas. Tu le disais et tu le pensais pas ou tu ne le disais Je pas? l'avais jamais dit avant. D'accord. Ouais. Non, c'est que moi aussi, j'avais des gros blocages. Les pauvres mecs, c'était pas facile à vivre non plus. Je veux dire, je ne suis pas qu'une victime dans l'histoire, bien évidemment. Bien évidemment qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive. J'aurais bien aimé être victime, c'est vachement plus facile. Mais oui, une relation, ça se fait à deux. Exactement. Pourquoi j'ai attiré cela, pourquoi machin truc, c'est... Voilà. Je pense qu'ils sont autant à plaindre que j'étais à plaindre, les mecs, tu vois. Donc bah là, c'est vrai que ça m'a complètement ouverte et changée. Et je vais apprendre, je te promets, comment aimer, que mon amour soit de l'amour en vrai. Patati patata, donc tout un processus à l'intérieur. Donc voilà, j'en suis là. Et évidemment, j'avais repéré que il fallait quand même, moi j'avais 41 ans, il fallait quand même que je prenne une décision assez rapidement par rapport au bébé avec lui. Et moi, je le voyais qu'élever mes 3 enfants dans l'amour. Il m'a rien demandé. Hein. Il m'a pas dit qu'il voulait pas d'enfants, machin truc. Et bien, il y a eu un moment, on en a parlé. Et c'était même avant qu'on ait eu cette conversation. C'est-à-dire que ça devait être à peu près à 6-7 mois de vie commune. Donc, tu étais encore fermée. J'étais encore pas mal fermée. Ouais, j'étais encore pas mal fermée. Et en fait, j'ai bien vu que lui, avec les bébés, il craquait complètement. Il était trop mignon, quoi. Tu le voyais qu'il était... un instinct paternel qui s'ouvrait complètement. Protecteur, envie de rassembler dans un nid, envie de... Et puis un soir, on a parlé bébé, pas bébé, bébé, pas bébé. Puis je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai quand même 41 ans... je sais pas si je veux rempiler, comme on dit, tu vois. Elvire, la dernière, avec quel âge? Elle avait 7 ans. D'accord. 7 ans. Donc ça faisait quand même aussi un gros écart. Et puis bon, elle était quasiment élevée, du coup, tu vois. Maloïc avait 14 ans, et Andrea qui était au milieu, qui avait 11 ans. Et Marco qui dit, oui, écoute, bébé, pas bébé, moi je suis pas spécialement, mais bon, voilà. Et le jour qu'on a eu cette conversation, on était le soir dans le lit, et tous les deux, on s'endort. Et le lendemain matin, je me réveille et je lui dis, oh là là, j'ai fait un rêve incroyable. J'ai rêvé qu'il y avait un bébé qui était dans un lit à barreaux, et il voulait, tu sais, ouvrir les barreaux de la cage et se faufiler pour sortir. Et je le sentais en lutte, qui avait vraiment envie d'y aller. Et moi, dans mon rêve, je me disais, oh mais attends, mais il faut vraiment que je libère ce bébé. Il faut que je l'aide à sortir de là, tu vois. Et je regarde Marco, et donc je raconte mon rêve. Et là, je vois Marco qui est ébahi, qui me dit, attends, je vais te raconter le mien. Et lui, la même nuit, il a rêvé qu'il y avait un bébé sauté d'une barrière d'un lit, et que lui, il se disait, oh mince, faut que le bébé, je le rattrape. Faut pas qu'il tombe, qu'il se fasse mal, il faut que je le rattrape.
Donc, on s'est dit tous les deux, je crois qu'il y a un petit bébé qui a envie de venir. Tu vois que la même nuit, le jour où on a Et l'idée, le matin, vous animez du coup? Moi, je fonctionne pas mal, entre guillemets, en signe ou en disant, bon, bah là, quand même, ça, mon inconscient a l'air de me dire, enfin, l'univers a l'air de me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de s'incarner. C'était ça que moi, je me suis dit. Donc, Et lui, pareil? bon, lui, il était prêt. Voilà, lui, il Ok. était prêt. Oui, lui, il était quand même bien prêt. J'ai senti que... Même si la veille, il disait, je sais pas. Oui, il avait pas envie de forcer le truc, Ok. il avait pas envie. S'il y avait eu, il y avait pas eu, bon, on en avait déjà 3 élevés, donc c'était pas un besoin qu'il pouvait pas combler, Oui. par exemple. Mais c'est vrai que moi, ça remplissait le sentiment de justesse et aussi, quelque part, indirectement, d'amour que je pouvais lui donner à travers lui, tu vois. Oui. Une sorte de remerciement de me donner tout l'amour qu'il me donnait aussi, Oui. en lui offrant un enfant. Même si c'est un peu bizarre de penser comme ça. Mais tu vois, de lui rendre le retour de son amour en portant un enfant de lui. Et donc, on s'est dit, bon, bah écoute, on va essayer un certain temps. Parce que je sais pas si je suis fertile encore, je sais pas si... Ceci dit, physiquement, j'étais super en forme. Oui. Hein. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer. Et là, donc, c'est quand même la première fois où j'ai fait, pendant 2 semaines, 3 semaines, l'amour, dans une idée de procréation. Oui. D'accueil. Ouais, c'est magique. Ouais. Ah, c'est magique. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mesdames, mais un sentiment d'ouverture et de réceptivité, de connexion à l'homme, d'acceptation complète de lui, de son sexe en soi, de sa semence. C'est vraiment très particulier comme manière de faire l'amour. J'avais l'impression d'être expansée, tu vois. Et puis, évidemment, dans les 2 semaines qui ont suivi, je suis tombée enceinte. Ça a été un truc hyper rapide. J'ai pas eu mes règles entre-temps, tu vois, de la décision. Ah, Ouais. voilà, bébé est là. Moi, je travaillais en tant que kiné aux Antilles. Mais du coup, j'avais, à partir de 6 mois de grossesse, 5-6 mois de grossesse, j'ai dit, il faut que moi, j'arrête de bosser parce que je travaillais comme une malade en tant que kinésithérapeute. Oui. De 7h du matin jusqu'à 7h du soir, avec des domiciles. C'était un truc hyper fatigant. Donc, j'ai dit au gars avec qui je travaillais que voilà, je dois tomber enceinte et qu'il fallait que je m'arrête. Et après, on avait dans l'idée de partir faire Gaïa en voyage, en route. Accoucher en voyage. Voilà. Accoucher en voyage. Et ce qu'on avait envie, c'était de lui donner une nationalité qui était rigolote. Ah tu oui vois. Ouais. C'était dit que je ferais ça. Donc, on cherchait les pays où tu avais le droit du sol. Mais dans quel but, du coup? Quelle est une nationalité Voilà, c'était parce que nous aussi, on aimait bien voyager. Oui. Là, après avoir travaillé pendant 10 mois aux Antilles, d'être fixé, on s'était dit, on se fait un petit voyage avant de revenir sur Flores. Comme moi, je pouvais accoucher n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. On s'était dit, on achète un van, un camper. Ouais. Et puis, on s'était dit, on va au Canada, on fait tout le nord du Canada. On part d'est en ouest, tu vois. Et puis après, on sent qu'il y a le bébé qui va naître. On se met pas trop loin d'une grosse ville s'il y a un souci de santé, qu'on ira éventuellement à la maternité s'il y a besoin. Et puis, on verra bien. Oui, et avec les 3 enfants, là, du coup, avec Maloé 14 ans, qu'aurait suivi aussi au niveau des... Alors non, parce que l'école Maloé, en fait, à ce moment-là, était partie vivre avec son papa en France. D'accord. Voilà, son papa avait demandé qu'elle y aille, elle y est allée. Elle a eu envie, elle est partie là-bas. Ok, donc ça aurait été avec les 2 autres? Voilà, ça aurait été D'accord. avec Andrea et Elvire. Donc Andrea qui avait 11. Voilà, et Elvire 7. Hmm. Donc c'était le projet de prendre un camper et voilà. Donc entre-temps, il fallait quand même qu'on aille à Flores pour voir où était la maison qu'on l'avait laissée, on Oui. l'avait prêtée pour faire la transition Oui. avant que bébé naisse. Famille de 4. Oui. Et j'ai eu une jolie intuition à me rappeler que je connaissais un navire-école, un bateau-école d'une association qui s'appelle l'AJD, qui a un bateau qui s'appelle le Bel Espoir et le Rara Avis,
Et ce bateau-là, de 30 mètres, fait chaque année la traversée de l'Atlantique, aller et retour. Et le retour, il passait systématiquement à Flores. Et il partait des Antilles. Donc je me suis dit, peut-être que ça peut le faire. Et donc j'ai regardé dans leur agenda, dans les traversées qu'ils faisaient. Et effectivement, il y avait un départ de Guadeloupe. Et il partait, il faisait Saint-Barthélemy, Saint-Martin, les Bermudes et Flores. Donc on avait 1 mois de traversée et on arrivait directement là-bas et on pouvait prendre tous les bagages qu'on voulait. Et oui. Et que c'était, on dormait en plus, c'était une super aventure, tu vois, avec les gamins. Ouais, très belle expérience. Ouais. Donc on s'inscrit et puis là vient le doute à savoir, je leur dis que je suis enceinte ou je suis pas enceinte. Donc j'ai été voir à l'époque, il y avait un médecin avec qui je travaillais en tant que kiné, qui était dans le village, et lui c'était un fanat de bateau. Donc j'ai été le voir, je dis, ça te dirait de me faire... Ah oui, parce qu'on était obligés d'avoir pour embarquer un certificat médical comme quoi on était en bonne santé. Oui. Comme ça, ils se déresponsabilisaient s'il y avait un souci à bord. Et donc je lui dis... Mais quel était le risque que tu sois enceinte ? Bah aucun. Bah si, tu peux toujours avorter. Le bébé peut avoir un problème quel qu'il soit et tu peux avorter. Mais ça aurait pu empêcher le fait que tu sois prise sur le bateau d'être enceinte ? Bah, y a certaines personnes qui, je pense, ne veulent pas, comme dans les avions, hein, ne veulent pas courir le risque qu'il y ait un problème. Ouais. Qu'il y ait un problème. Donc là, tu demandes à ton médecin... Je demande à mon médecin qu'il me fasse un papier. Il me dit, bah oui, t'es pas malade. Bah, je lui dis, bien sûr que non. Moi, il me dit, oui, y a pas de problème. Il n'a pas mentionné que j'étais enceinte. Il a juste mis, voilà, Camille est apte à voyager sans aucun souci. Donc ça, c'était cool. Et aussi, avant de partir, donc, intervient dans ma grossesse le fait que Marco s'intéresse au bébé, s'intéresse à moi, à ma santé, mais du coup, pour la première fois de ma vie, intervient dans les décisions du bébé. Oui. Tu vois, du coup ? Oui. Et qu'il a envie de participer. Oui, donc à toi de l'inclure. Donc, je suis obligée de l'inclure dans le fait que moi, je veux rien faire. Oui. Sauf que lui, ça lui file des angoisses. Parce que, je crois qu'on en a parlé au début, où lui, il a foi dans ce que l'homme fait pour que l'homme soit en santé. Et sauf que moi, j'ai foi dans laisser la nature faire pour que l'homme soit en santé. Donc là, on a un conflit au départ. Donc moi, je me suis dit, il a droit à 50% du bébé. Il a quand même droit à la parole. Évidemment, je ne peux pas l'empêcher d'essayer de prendre soin de la santé de son bébé à travers moi. Oui. Quoi qu'il se passe. Donc, il voulait que je fasse des examens médicaux. Donc, ok, je lui ai dit d'accord. Je veux bien aller faire des échos, des prises de sang, des rendez-vous. Mais je te préviens, moi, j'ai pas très envie d'y aller parce que je vais entendre beaucoup de choses qui vont me perturber parce que c'est un peu ce que je racontais. Ils vont te dire toutes les choses à risque qui peuvent arriver. Et moi, j'ai envie de me protéger de ces trucs-là, de ne pas me remplir de peur. Donc, on fait un deal. C'est toi qui prends les rendez-vous avec les gens. C'est toi qui te débrouilles de tout ce qui est de la mise en place des suivis que tu veux que bébé ait à travers moi. Et moi, je laisse mon corps faire. Oui. Mais je vais essayer de me blinder, de me barricader, entre guillemets, au niveau physique et psychique. Voilà. Donc, c'était hyper surréaliste. Il venait, donc il me dit à tel jour, telle heure, il faut qu'on aille. Donc, hop, il m'emmène. Et puis, il avait briefé avant, en fait, les sages-femmes et les médecins, leur disant, bon, alors, vous allez recevoir ma femme qui est enceinte de mon bébé. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas prononcer les mots problème. Il avait fait une liste de mots. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne pas prononcer ces mots devant ma femme quand elle sera là ? Mais après, on peut la faire sortir et vous me dites à moi quels seraient les trucs là. Et les gens ont trouvé ça complètement fou, mais on Mais était compréhensif ? Apparemment, oui. Apparemment, oui, un petit peu. Alors, toi, en tout cas, t'as pas eu de retour anxiogène de ces personnes-là ? Non, quand tu les as vus. Non, c'était rigolo. C'était rigolo. Et d'ailleurs, quand la sage-femme posait des questions, elle me regardait, c'est quand la date de vos dernières règles ? Moi, je me retourne vers Marco, l'air de dire,
Je ne savais même plus, mais C'est lui, il toi avait qui tout réponds, noté. là. Non, c'est Marco qui répondait. Alors, ça date de la dernière règle, c'était tel jour, c'était tel machin. Alors, il y avait tous ces questionnaires, effectivement, de j'ai 41 ans, et donc j'étais classée dans les grossesses à risque, Oui. automatiquement. Et oui, forcément. Voilà. Et donc, on a fait les examens, patati patata. Sauf qu'à un moment, Marco m'a dit, écoute, ce serait peut-être pas mal de faire un examen quand même, voir si l'enfant n'est pas trisomique. Parce que ça m'embêterait, moi, en tant que papa, d'avoir un enfant trisomique. Ou à problème. Peut-être pas que la trisomie, mais s'il y avait 2-3 maladies comme ça, génétiques, qu'on ne pouvait pas avoir autrement que par une prise de sang. Toi, c'était des questions que tu t'es posées pour les précédentes grossesses et les précédents bébés? Alors moi, j'avais répondu déjà à cette question-là en disant, ce que je veux pas, c'est intervenir au moment de l'accouchement. Si l'accouchement se passe mal, Oui. je veux que l'enfant, s'il a plus d'oxygène dans la tête et qu'il a un problème, qu'il a un souci de naissance, que si la nature veut pas de lui, S'il n'est pas viable. je le sauverai pas. J'essaierai pas à tout prix de sauver bébé. Ça, c'était le cas des 3 autres aussi? Oh, ouais. Ah oui, bah oui. Dès la première grossesse, tu étais dans cette dynamique-là? Euh, Dans cet état d'esprit? Pas trop pour Maloé, parce que dans ces cas-là, je sais qu'à partir du moment où j'avais fait l'enfant à l'hôpital avec un médecin et une sage-femme, quoi qu'il se passe, eux, ils allaient essayer. Ils réaniment. Voilà, réanimer. Bah oui, ils peuvent pas laisser le bébé, s'ils peuvent pas le sauver, mourir devant leurs yeux. Mais à partir d'Andrea, du deuxième, tu étais vraiment dans cet état d'esprit. Dès que j'ai fait à domicile, je savais que si dans la demi-heure et 20 minutes qui suivaient, on n'avait pas un hôpital à côté, naturellement, l'enfant, s'il n'avait pas de quoi être réanimé, intubé, tatati tato, il allait pas être sauvé. Et ça t'est venu de quoi, ça? Cette émergence de pas vouloir qu'il y ait de réanimation? J'en avais un petit peu parlé au départ. C'était le fait que j'avais travaillé dans un centre d'enfants handicapés où moi j'étais kiné et je faisais bouger des enfants qui ne bougeaient pas. Je faisais, ça s'appelle aspirer, c'est-à-dire que tu enlèves le mucus qu'ont les enfants dans les bronches parce qu'ils peuvent pas tousser par eux-mêmes souvent. Ils peuvent pas manger, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas. C'est comme des légumes, tu vois. Et du coup, tu as une grosse maintenance de ces enfants-là, mais qui peuvent vivre jusqu'à 14-15 ans. Donc, ils ont une espérance de vie de 14-15 ans? Ah il y en a, ouais. Et donc, il te faut en permanence 3-4 personnes qui s'occupent de maintenir en vie ce corps-là. Et alors, il y en a certains, tu sentais qu'il y avait des émotions. Dans le regard, une présence. Une petite étincelle de vie, mais tu sens qu'il est un peu au stade animal, tu vois, qui est pas tu n'entends pas forcément que tous les neurones et l'intelligence est derrière, où tu sens une intelligence émotionnelle comme tu pourrais avoir un animal. Qui est de peur, de douleur, de trucs comme ça. Oui, de sensations. De sensations, exactement, corporelles. Et t'en avais d'autres, c'était éteint. Et t'avais certains enfants trisomiques en état assez grave, qui n'étaient pas fonctionnels, en fait, en famille. Et tous ces enfants avaient été réanimés? Tous, c'est pas tous. Il y en avait qui étaient nés comme ça et que ça allait, mais une grosse partie avait été... problème d'oxygénation ou de tati-tato. Et maintien en vie. Alors, je ne sais pas du tout quelle proportion. Je peux pas te dire. Oui. Mais en tout cas, les choses étaient claires pour toi. Voilà. Tu voulais pas qu'il soit réanimé, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais que si l'enfant, il venait trisomique, il venait avec une problématique, je l'accueillais. Voilà. Oui, puisqu'il n'y a eu aucun suivi de grossesse. Voilà. Je l'accueillais et bon an, mal an, je ferais ce qu'il faut pour le maintenir en vie, évidemment. Oui, donc toi, tu étais prête à ça, mais du coup, Marco... Marco, lui, non. Lui, non. Voilà. S'il avait un enfant, un seul, lui, il voulait être sûr que ce ne soit pas un enfant à problématique. Quoi. Donc, il m'a demandé, il a demandé à mon corps de faire une prise de sang pour voir s'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et donc, je fais la prise de sang, les analyses, patati patata, je ne sais même pas si c'est pipi ou sang, je ne me souviens plus.
Pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et nous voilà partis en bateau. Et traversée super cool. Vraiment sympa. Et oui, donc on arrive à bord. Donc je vous dis la chronologie parce qu'après on a eu le résultat en fait 3 mois et demi après. Donc après j'y reviendrai. Donc nous voilà partis en bateau et moi qui cachais un petit peu ma grossesse parce que je savais pas l'ambiance du bord, s'ils allaient être effrayés ou pas. Oui. Et en fait, on monte à bord du bateau et là on voit un petit bébé qui a un mois, qui a un an. Et puis quelqu'un nous dit c'est le fils du capitaine, tu vois. Donc on s'est dit bon, s'ils acceptent les petits bébés, ça veut dire que... Et en fait oui, lui il était marin, sa femme était marin, ils avaient navigué, elle était enceinte, donc tout va bien, j'ai pu me relâcher et dire voilà. En fait, le regard des gens par rapport à la grossesse est très particulier. Il y a des gens qui partent du principe que oh là 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 là, elle doit rien faire pour la protéger. Et donc, si tu étais face à un capitaine comme ça, ou est-ce que c'est le capitaine qui accepte ou pas de t'accepter à bord, de prendre la responsabilité qu'il y a un problème et que patati patato, quoi. Donc c'était cool. C'était cool. Très bon accueil. Ouais, voilà, exactement. Très bon accueil. C'était génial parce que du coup, il y avait une 30aine de personnes à bord et donc pendant 1 mois, nous, on n'a pas vu nos gamins. Ils étaient occupés à jouer, à voir d'autres personnes. Donc c'était vraiment super. Et donc nous voilà arrivés. On débarque. On avait pas mal de bagages. Et puis plein de plantes qu'on avait ramenées. En fait, notre maison qu'on avait prêtée à des gens était dans un état déplorable. Les gens étaient partis un peu plus tôt. Et puis c'était un couple qui était un petit peu en vrac. Donc forcément, à l'extérieur, c'est en vrac aussi. Et on s'est dit, on ne peut pas repartir au Canada avec une maison autant... En laissant la maison comme ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous aviez prévu de rester combien de temps avant de repartir au Canada ? On avait prévu de rester, 1 mois et demi, 2 mois, voir si tout le monde allait bien. Voir, donc ça vous laissait le temps de remettre la maison en état. Voilà, exactement. Et puis à 7 mois et demi, 8 mois de grossesse, prendre un avion et puis repartir. Voilà. Donc on a bossé sur la maison, on a nettoyé, on a remonté, on a patiti patata. Moi je me souviens que du coup le fait que j'étais enceinte, dans ces cas-là ça me donne en fait encore plus envie de bouger, surtout à 40 ans, en me disant oulouloulouloulou, ma cocotte, c'est vraiment le moment où il faut te bouger. Donc je faisais pas mal de yoga, donc je faisais pas mal de marches et je me souviens d'avoir construit un mur, tu sais, il y avait plein de pierres là qui étaient toutes chamboulées. Et donc dans le fait de vouloir remettre la maison en état, et donc, je me souviens Marco qui hallucinait en disant « Mais Camille, t'arrêtes de... » Je dis « Non, mais ça va. » Et je portais des pierres et machin. Enfin, bon. Avec un bon positionnement, évidemment. Exactement. Comme tu sais le faire. Voilà, exactement. Donc, en pleine forme. Et puis, au moment où on devait partir, on n'est pas parti. Parce que déjà... On avait tous nos amis qui étaient tellement contents de nous voir après 10 mois, de me voir moi aussi heureuse avec Marco, que les enfants ils retrouvaient les copains. Et puis l'impression que ça nous faisait un petit peu mal au cœur d'être aussi bien accueillis, d'être aussi bien entourés, de revenir 2 mois et hop, de repartir. Et voilà. Donc on a laissé tomber l'idée. Et puis après, on s'est dit aussi, si on repart pour un voyage de 3 à 5 mois, la maison, on va la retrouver dans quel état ? C'est la même chose. Donc on s'est dit, allez, c'est pas grave, on reste ici, on fait le bébé ici, et voilà. Donc je sais pas pourquoi je vais au service de santé, et peut-être pour du coup avoir un peu d'allocation familiale, tu vois, et de me réinscrire à la sécurité sociale, un truc comme ça. Et là, les médecins m'ont dit, écoutez, oui, vous êtes enceinte, mais vous devez faire tous les suivis. Il n'y a pas de maternité sur que vous alliez à Saint-Miguel 1 fois par mois, à Horta 1 fois par mois. Et moi, j'ai dit, non. Et donc, ils m'ont dit, madame, vous devez signer une décharge auprès de l'hôpital à dire que vous ne voulez plus qu'on vous prenne en charge. Et ton compagnon, Marco, à ce moment-là, il était d'accord avec ça ? Marco était... sur l'île d'à côté. Voilà, tout à fait. Lui, il me suivait dans cette aventure. Il avait confiance
complètement en mon pouvoir de faire des Mm. enfants toute seule et dans ma manière de fonctionner. Ok. Avec le recul maintenant, il me laisserait peut-être plus parce parce qu'en fait, il se rendait pas très bien compte, comme il disait, des implications. En fait, il s'est Ah oui. laissé. Ouais. Après coup, il a eu peur un peu rétrospectivement Ouais. d'être dans une île isolée sans. S'il y a un souci, ben voilà, sans filet, Oui. entre guillemets. Mais bon, à l'époque, il était passionné amoureux. Ce qui est toujours le cas, je vous rassure. Donc, en fait, il avait très confiance en moi, de ce point de vue-là. Et donc je signe un papier de décharge comme quoi je ne veux pas qu'on me suive. Oui. Voilà, ça commence, j'étais à peu près à 8 mois de grossesse. Et là, message d'une copine à nous de Marie Galante qui est toujours infirmière et qui dit à Marco, vite, appelez le labo d'analyse. Ouh là Plutôt là inquiétant. là, voilà. Et donc Marco qui commence à passer par toutes les couleurs, à dire merde, il y a un souci avec votre test de la trisomie. Oui. Le test est positif. Donc vous devez faire un contrôle, c'est-à-dire une ponction du liquide amniotique pour faire une analyse du liquide amniotique. Oui. Et moi, je n'étais pas forcément super d'accord avec ça, et que c'est pas parce qu'un test est positif. On regardait sur Internet, c'était je sais pas combien de pourcentage, ou même si le test était positif, pour qu'il y ait un enfant trisomique à la suite, c'était rien comme pourcentage. Mais il ressort très souvent positif alors qu'il n'y a aucun problème. Exactement. Mais sauf que Marco, lui, il est parti dans des paniques et dans des peurs et dans des... Je le sentais, ça y est, il s'était sûr pour lui dans sa tête, c'était un enfant trisomique et que non, je le voyais là, le pauvre, en lutte. Et toi, pas de doute, pas d'inquiétude. Tu voulais pas faire le deuxième test de contrôle et... Non, moi je savais que c'était qu'une probabilité. Et puis de toute façon, je me voyais pas franchement avorter à 8 mois. Oui. Tu vois. Et non, je voyais pas où était le problème et je pensais pas que ça allait être un trisomique. Mais bon, comme on dit, entre la croyance et la réalité, on n'a pas de preuves. Mais c'est surtout que tu étais prête à accueillir un bébé trisomique, ce qui n'était pas le cas de ton compagnon. Voilà, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Bah oui, parce que pour lui, c'était un seul et trisomique, ça leur mettait vachement en face de... Oui. Bah, je sais pas, de lui-même, de ses gènes, de ses peurs, bon. Donc là, il tient à ce que tu fasses le contrôle. Voilà, il tient à ce que prélèvement. Je fasse. Voilà, donc là, j'ai senti que lui, par contre, il perdait pied. Oui. Et il savait plus quoi faire, comment, qui, patati patata. Puis il parlait très peu portugais à l'époque. Donc j'ai pris les choses en main, j'ai pris rendez-vous avec les médecins, avec mon médecin traitant, et j'ai expliqué le sujet. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas pour moi, c'est pour mon compagnon. Si c'était moi toute seule, je le ferais pas. Mais je sens que mon compagnon, lui, il est en panique. Est-ce qu'il y a moyen de aller sur une des îles et de faire une démarche de savoir si... Donc il me dit, écoute, je vais voir ce qu'il en est. Et quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de l'hôpital. Venez, rendez-vous avec tous les médecins. Donc il y avait le directeur de l'hôpital. Bon, c'est un petit hôpital, il n'y a pas grand monde, mais le directeur de l'hôpital, le médecin traitant, une infirmière en chef ou je sais pas quoi. Et donc il m'explique, ils étaient un petit peu très 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 formels, tu vois, une attitude un peu fermée, les sourcils froncés. En disant, écoutez, madame, on ne comprend pas votre demande. Vous avez demandé une déresponsabilisation de patati patata pour pas que... et maintenant, vous nous demandez ça. Donc, on a deux problèmes. On a un premier problème, c'est-à-dire que vous nous avez rien demandé. Vous avez demandé qu'on s'en occupe pas. Maintenant, vous nous demandez de vous en occuper. Et le deuxième truc, vous êtes à 8 mois de grossesse. On ne peut pas vous faire de ponction amniotique. C'est trop dangereux pour le bébé. Et donc, on refuse. On refuse de faire ça. Et là, je pars dans un sourire en disant merci. Je voulais pas non plus. Mais tu vois, je leur ai montré que
c'était par amour pour Marco, par respect, par ses propres croyances et ses peurs que je me sentais obligée de faire ça. Mais j'étais tellement contente. Et eux, du coup, ils se sont relâchés parce qu'ils pensaient que j'allais rentrer en guerre. Et donc, je suis rentrée et j'ai dit à Marco, bah non, ils peuvent pas. Et là, Marco, il a capitulé. Ouais. Tu vois, il a laissé tomber le sac en disant, bon, on peut rien faire, on verra bien. Et il a switché. Mais c'est vrai qu'il a passé une semaine, il n'en dormait pas. Mais avant. Oui, avant d'avoir Et là, vraiment, il a réussi à switcher et à se sentir mieux. Ouais, voilà. Et puis arrive le jour de l'accouchement. Donc, en général, ce qui s'est passé et que je me suis souvenir dans ma mémoire des autres accouchements, c'est-à-dire à peu près 1 semaine à 10 jours avant, tu as un moment où tu es persuadé que ce sera ce jour-là. Parce que tu commences à avoir des contractions régulières et qui durent au moins 10-20 minutes. Et pouf, ça s'arrête. Et c'est un moment où tu as déjà super envie d'accoucher. Parce que tu es déjà énorme. Et tu sais que là, tu es à peu près à 10 jours de l'accouchement ? Eh bien, j'ai souvenir au moins dans les 3 derniers, parce que même pour Andrea, j'ai senti ça en voyage en voiture, où je sentais des contractions, où tu savais que c'était à terme, ça pouvait naître, mais t'as des contractions régulières pendant minimum 10 à 20 minutes. Donc tu dis, oh là là, c'est aujourd'hui, puis ça s'arrête. Et en général, dans la semaine qui suit, bon, ce qui est logique en même temps, mais il a fallu au moins 1 semaine. Oui, il y a quand même un laps de temps assez important. Assez grand. C'était pas le lendemain, tu vois. Oui. Ni le jour même. Oui. Tu pourrais dire, oh là, c'est pour aujourd'hui. Oui, c'est ce que tu t'étais dit, mais... Ouais, exactement. Okay. Et il a quand même fallu attendre au moins 1 semaine à 10 jours. Mais bon, je pense que c'est différent avec chaque femme. Mais sachez que si vous avez des contractions un peu régulières, ça veut pas dire que ce sera la journée ou le lendemain. Ça peut durer jusqu'à 1 semaine à 10 jours. Mais cette envie de ranger, justement, de nettoyer, ça, c'est plutôt le jour même. Ouais. Ouais. Et donc, le jour même de la naissance de Gaïa, alors je n'ai pas du tout souvenir d'avoir rangé. C'est marrant. D'avoir nettoyé, d'avoir rangé, ouais. Et les 3 autres, donc oui, Maloé, tu nous as dit sûr, oui. Andrea, sûr. Oui. Et Elvire, j'ai pas souvenir non plus. Ok. Que ce soit l'avant, le jour même ou un truc comme ça. J'ai pas... On oublie, certaines choses. Oui. Forcément. Et encore, toi, tu gardes beaucoup de choses en tête, ce qui nous permet d'écouter ton récit. Mais... Oui, en même temps, ce que je vous raconte le raconte avec mes lunettes, avec ma vision de la réalité. Bien sûr. Que je suis sûre que les papas avec qui j'ai traversé ça, je vais pas dire qu'ils auraient une autre version, mais eux, ils l'auront avec leurs propres lunettes. Bien sûr. Et que là où moi je dirais, ah oui, j'ai senti que ça m'a fait mal pendant 5 minutes, eux, ils peuvent te dire, oh là là, j'ai vu Camille qui grimaçait. Et que pour eux, la sensation qu'ils pensaient que peut-être que j'avais que de douleur, de machin, tu vois, c'est... Oui, bien sûr. Je vous transmets ma version mais c'est de ça qui est ma intéressant. réalité. Oui. C'est ça qui est très enrichissant, c'est d'entendre toi, ta vision. Voilà, de comment moi j'ai ressenti ça. Tout à fait. Ensuite, donc on a su, c'était un dimanche, on a su que ça allait être dans la journée parce que sur les coups de déjà 10h30, 11h du matin ou midi, ça commençait les contractions un peu régulières. Super douces, mais voilà. Et ça a été confirmé complètement vers 3-4 heures. Donc on a envoyé les enfants chez des copains pour qu'ils dorment. Et là, les contractions régulières, un peu fortes, c'était le soir. Tu vois, je me souviens, j'ai un souvenir de tomber de nuit. Et elle est née, il était 11h15, tu vois. Donc là, t'as dîné. Donc tu là, sais quoi, là j'ai plus ou moins dîné. Alors entre là, 16h et... préparer, et bouger, 23h15. papoter, vaquer à mes occupations, plus ou moins. T'étais aussi dans le fait d'occuper ton mental sur des choses. Exactement. Et puis
Et puis au moment où ça commençait à bien tirer, que je pouvais plus trop bouger, on s'est mis dans le canapé devant un film. Mhm. Et je me souviens, on a regardé Point Break, qui est un film sur des surfeurs avec des vagues. Ça me rappelait, tu sais, l'accouchement de Maloé. Le film où il faut pas trop réfléchir. Ah oui, non, ça c'est sûr que non. Vraiment pas du tout réfléchir. Voilà. Et à un moment... Ah oui, alors ça c'était rigolo. Parce que pendant que je regardais le film et qu'il y a des moments où il y avait des contractions un petit peu plus fortes, donc je soufflais, j'acceptais. Et puis à un moment, j'ai senti que j'ai perdu du sang. Et donc je me lève, je touche ma culotte et je vois qu'il y a du sang. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc Marco me regarde. Et Marco est toujours très, comment on dit, attentif. Ouais, voilà. Il perçoit bien. Il perçoit ce qui se passe dans ma tête. Et il me dit, ça va? Et moi, je lui dis, oui, ça va. Mais c'est bizarre, c'est la première fois que je perds du sang pendant les contractions. Et donc, on continue de regarder le film. Et là, il me voit. Et moi, je ne regarde pas le film. Je suis là, merde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi j'ai saigné? Décollement placenta, comment c'est? Est-ce qu'il y a... Mais par contre, pas perte d'eau. Tu vois, et dans ma tête, ça commence à cogiter. Et là, Marco, il me regarde, il me fait, ça va pas? Ben, j'ai dit, écoute, c'est bizarre, je sais pas à quoi c'est relié. Oui. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas m'inquiéter. Et puis il me regarde, il me fait, on appelle docteur Google, tu vois. Et donc on arrête le film et on fait une recherche sur Internet direct en disant, perte de sang pendant la période de contraction, qu'est-ce que ça peut être? Tu vois, ce qui peut être à double tranchant. Hein, ça peut être très anxiogène aussi, les recherches Google sur les mots, les symptômes, mais en général. Oui, possible. Voilà, et là, il n'y en avait qu'une de possible, et que c'était super normal, et en fait, c'est la perte du bouchon muqueux qui ferme l'entrée du col au moment de la dilatation, et qui explose, et qui, du coup, fait une petite coulée de sang. Et je ne sais pas pourquoi, dans les autres accouchements, je n'ai aucun souvenir de ça. Et là où vous avez eu de la chance, c'est qu'il n'y avait qu'une seule possibilité sur cette recherche Google. Tout à fait. Donc ça, c'était super. Et bien, mais bon, parce qu'après, si ça continue les hémorragies, s'il y a combien de sang, après, il y a d'autres choses. Voilà. Mais là, dans le symptôme que j'avais eu dans cette période-là, le processus tout à fait normal, oui, vous avez ce truc-là. Super. Wow. Donc me revoilà avec mon beau Keanu Reeves et mon beau Marco évidemment dans Point Break, dans le film et tout ça avec les vagues et patati patata et l'évasion et donc ça commence à être de plus en plus fort, de plus en plus fort. Donc là t'accompagnes, tu te mets dans une position particulière ou t'es installée comment à ce moment-là? Bah, je regardais, j'étais un peu affalée dans mon canapé, je regardais le film, ça tirait. Marco m'avait dit gentiment, si tu veux, je peux t'aider à faire une péridurale naturelle en te touchant le petit endroit qui fait du bien. C'était proposé de faire l'homme péridural, c'était mignon. Et ah oui, et d'ailleurs, un autre truc que j'ai oublié de dire, qui était, c'est un peu pour ça que c'est vrai qu'on a passé notre temps à ça, j'avais zappé. Au moment où j'ai commencé à avoir des contractions dans l'après-midi, qu'on avait envoyé les enfants plus loin. En fait, j'avais envie qu'on disait beaucoup que si tu faisais l'amour et si tu touchais la poitrine et tout ça, ça stimulait et ça aidait. Donc en fait, c'est vrai j'avais zappé, mais on avait fait l'amour et il m'avait caressé la poitrine, il m'avait embrassé, tu vois, c'était un moment. Donc là, tu avais encore des contractions pendant que vous faisiez l'amour? Ouais, tout à fait. Et en fait, ça te stimule toutes les zones du plaisir, donc tu sens des contractions qui sont plus diffuses. Oui. Tu vois? Oui. Ouais. Et toujours le cerveau là qui développe ses endorphines. Voilà, ses hormones de bien-être, de sérénité. Voilà, ouais. Donc là, t'étais un peu bercée, t'étais bien, tu te sentais... Ah oui, je me sentais de toute façon complètement protégée, entourée, prise en charge. Et j'ai souvenir que Marco, du coup, me remplissait de caresses, d'attention, de toutes ces choses-là, mais dont t'avais besoin à ce moment-là. Ouais. Ça, c'était j'ai très pas important. souvenir hyper précis de pas avoir senti de contraction douloureuse, par exemple. Oui.
Oui. Ça tirait quand même un petit peu. Oui. Mais en plus, c'était au début où ça tirait. C'était Oui. pas évidemment à la fin. Donc, quand Bien sûr. les premières contractions, ça tire, ça va. Oui. Ça fait un petit peu mal, mais c'est pas... Ça tire. Ça fait pas des sensations de douleur au point où tu sais, aïe, 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 tu vois. Donc, comme c'était light, je peux pas dire que c'était super soulageant parce que c'était pas fort en même temps, tu vois. J'ai saigné. Moi, je m'étais mis en tête, encore une fois, bêtement, que j'allais aller, au moment où j'allais perdre les os, je sais pas pourquoi je me suis raccrochée à cette idée de perdre les os, que quand j'allais perdre les os, j'allais aller sous la douche et que j'allais faire mon bébé sous la douche. Comme pour Andrea, en fait. Comme pour Andrea. T'étais restée encore sur le deuxième accouchement, l'accouchement idéal. Voilà, exactement, que je voulais, que je trouvais beau et tout, patati patata. Et donc, les contractions commencent à se resserrer, et je vais dire ça, j'ai dû avoir en contraction forte, difficilement, je pouvais plus voir de film, je pouvais plus rien. Oui. J'ai dû en avoir 8, comme ça, avant que le bébé sorte. Tu vois, forte, à devoir être complètement dans mon corps, à devoir complètement accepter ce qui se passait. Oui. Et donc là, je me suis allongée sur le canapé. Donc un laps de temps vraiment très court. Ouais. 8 très rapprochés en plus. Ouais. Alors attends, c'est difficile de dire le temps. Oui. C'est difficile de dire le temps. La perception du temps est vraiment très différente. Ouais, je dirais toutes les 3 minutes, 2 minutes. Je peux pas dire. Et t'arrivais à respirer t'arrivais à te reposer un petit peu à ce moment-là entre les 8 où là c'était très intense et du coup complètement. complètement Oui, non, j'arrivais complètement à me détendre. Entre. Ouais. Ok. Bah oui, c'est ouah, ça fait trop du bien. Là, t'as plus mal. Oui. T'as plus mal, c'est passé, Et donc j'ai été allongée sur le canapé avec ma tête sur les genoux de Marco. Oui. J'avais pas envie qu'il soit entre mes jambes, encore une fois. J'avais pas envie qu'il soit... Et donc ça tire. Et là, Marco, et j'attendais de perdre les os d'une certaine manière. Mais là, j'étais un peu bête, parce que j'ai bien vu que ça tirait fort, tu vois, et que c'était pas loin, le bébé, en fait. Et... Pas bête, mais la façon de réfléchir à ce moment-là est tellement différente. Que t'avais pas le recul nécessaire, juste pour te dire, non mais en fait... Vas-y, lève-toi, va dans la douche, mets-toi l'eau chaude, oui. parce que c'est vraiment pas loin, tu vois. Et donc, j'étais allongée, et à un moment, j'ai senti exactement, en fait, comme Elvire, c'est-à-dire une grosse contraction hyper puissante, et là, la tête qui passe dans le bassin. Et là, je sais plus, moi, dans quelle position je me suis mise, mais Marco m'a dit, à un moment, tu m'as pris autour du ventre, comme ça, et t'as enfoncé ta tête dans mon ventre, de douleur, tu vois, genre, je serre. Et là, Marco, je le sens... Qui savait pas trop quoi faire. Il a eu mal. Ouais, il a dû avoir hyper mal. Et moi, je sens la tête. Mais il osait pas râler. Mais non, là, il pouvait rien faire. Et dans sa tête, par contre, ça a hyper cogité, tu vois. Oui. Et parce qu'il s'est dit, en fait, en me voyant tellement avoir mal, que moi, j'ai eu le sentiment d'avoir mal. Enfin, t'es dans ta douleur, t'es dans la... Tu sais que le bébé, il passe. Oui. Donc, t'as mal, mais t'es contente qu'il passe. Tu vois, t'es là, enfin. Et même si ça fait mal, ça y est, quoi, ça va. Tu sais que ça va pas durer, que le bébé est en train de passer et que ça force sans rien casser, mais ça passe. Donc, tu sais que dans moins d'une minute, t'auras plus mal. Oui. Donc, tu tiens le coup, tu vas dire... Sauf que lui, il savait pas du tout ce qui se passait. Oui. Et il se disait, oh là là, les contractions, elles sont hyper fortes, la pauvre, pourvu que ça dure pas trop longtemps, parce qu'elle va pas tenir le coup avec des douleurs comme ça, tu vois. Mais moi, je savais que la tête du bébé était en train de passer, parce que je le sentais. Donc à ce moment-là, tu sens, tu as la tête dans le ventre de Marco, tu sens la tête du bébé. Ah bah évidemment. Donc là, t'étais dans quelle position ? J'étais allongée, les jambes écartées, les genoux pliés. Sur le dos, donc. Sur semi-dos, côté. Un peu côté, tu vois. Et la tête, je la sens qui descend, qui passe. Donc je me relâche un petit peu. Et là, je sens Marco qui me secoue, qui fait « Camille !»
la tête, elle est sortie. C'est comme ça. Et moi, je rien dit, mais j'étais là. Je sais, t'inquiète pas, je l'ai bien senti. C'était hyper drôle. Comment lui, en fait, il était mais admiratif, tu vois, soulagé que cette contraction était tellement forte parce que la tête sortait, tu vois. C'était drôle. Il voulait te prévenir. Mais oui, mais gentiment, me dire, tu t'inquiètes pas, ça va bientôt s'arrêter. J'étais au premier plan. C'est ça, j'étais au premier plan. Et alors après, ma position était très inconfortable parce que les épaules de bébé étaient encore vachement coincées dans mon corps. Oui. Et là, encore une fois, j'ai voulu, tout de suite, j'ai senti que ma position n'était pas bonne, j'ai voulu me mettre à 4 pattes accroupies. Oui. Donc je me suis dit, oh là là, je vais me mettre à 4 pattes accroupies au sol. Oui. Sauf que, encore une fois, pas très maligne la Camille, j'avais un très beau tapis. Et je ne voulais pas. Et j'avais pas de drap, j'avais rien mis. J'étais bête, j'avais pas pensé que... T'avais pas prévu. Je pensais que j'allais aller dans la douche. Et au lieu de me dire, non, je mets des draps par terre, on sait jamais. Pas du tout. Pas du tout prévu t'avais ce pas truc-là. anticipé ça. Pas du tout anticipé ce truc-là. Et je pense que là, ça aurait été super cool, parce qu'on avait une super table basse. Tu vois, de m'accroupir à ce moment-là. Bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave, bébé va bien. Sauf que du coup, allongé, je sentais mon bassin qui était super, encore... poussé par le bébé, donc c'est pas confortable, qui a la moitié encore qui est dedans. Donc là, tu veux pas salir de tapis, donc tu te dis non, je vais pas me mettre accroupie, je vais rester sur le canapé. Ben, je me suis mise accroupie sur le canapé. D'accord. Parce que là, il y avait tu vois, mais qui était un peu mou, du coup, t'étais pas très stable. Exactement. Le canapé mou, je n'arrivais pas trop à trouver mes appuis. Mais en fait, instinctivement, ce que j'ai fait, et ça, c'est l'unique fois où je me souviens d'avoir fait ça, j'ai poussé. Je vais pousser en disant non, c'est pas agréable. Allez, vas-y, tu sors le plus vite possible. Et là, j'ai appuyé sur avec mes abdominaux et mon muscle diaphragme. Oui. Pour finir de sortir bébé. J'ai pas attendu la deuxième contraction d'expulsion. Donc, t'as pas poussé par le bas du vagin. Non. T'as poussé par le diaphragme et les abdominaux. Exactement. Et par ça, la est-ce respiration. Que tu peux nous expliquer comment ? Eh bien, tu prends une grosse respiration au niveau tu remplis tes poumons d'air. Oui. Tu fermes ta bouche. Et tu comprimes à fond ton air au niveau haut, au niveau bas, et tu serres ta cage thoracique qui fait que automatiquement ça va te baisser tout ton ventre. Tu vois, ça va appuyer. En fait, c'est un phénomène aussi de piston du haut où ton diaphragme, il va mettre de la pression. Tu vois, tu remplis de la pression sur le ventre. Tu peux faire sortir ton ventre comme ça, mais si tu tiens tes abdominaux, eh ben, automatiquement, ça pousse aussi vers le bas. Oui, en fait, tu cherches plus une contraction abdominale et en haut. Et en haut, au niveau de la poitrine. Voilà. Et là, ça a un effet sur le bas. Voilà. Et disons que le diaphragme, vous pourrez éventuellement regarder sur Internet comment fonctionne le diaphragme. Il est comme un arc de cercle, comme un parachute, tu vois, qui pousse, l'air, il est en haut. Et pour se contracter, le parachute, il devient tout plat. Tu vois, c'est une grosse coupole. Et en fait, il perd sa convexité et il devient plat. Et du coup, automatiquement, ça pousse tout ce qu'il y a dans le ventre. Et les abdominaux, donc derrière, il ne peut pas pousser derrière parce qu'il y a des os. Oui. Les abdominaux sont devant comme un grand bandage, une sangle qui te tient les organes. Et en bas, tu as un plancher pelvien et c'est là où c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire que comment ne pas tout contracter en même temps ? Oui. Voilà. Oui, parce que la contraction du plancher pelvien, du coup, ferme. Exactement. Donc là, il faut arriver à dissocier entre la contraction au niveau diaphragme, abdos, et ouverture au niveau plancher pelvien. Ouais. Mais là, moi, quand j'ai poussé, de toute façon, ça a été un truc hyper instinctif. Ouais. J'ai pas réfléchi. Tu sais faire, toi, tu sais. Voilà. Okay. Et donc, j'ai poussé bébé. Et j'avais envie vraiment de l'expulser, là. J'étais pas confortable, tu vois. J'avais envie d'aller plus vite, on n'en parle plus, quoi. Et donc, effectivement, là, la poussée a été efficace. T'as poussé pendant une contraction ? Non. Ah oui, non.
La tête était sortie, j'ai pas... Ok, t'as pas... rien attendu, t'as dit c'est Non. pas confort, je pousse. C'est ça. Ça a été on-off. Ok. J'ai pas réfléchi. Truc de survie ou accroupi, pousse. Ouais, Et j'ai hyper poussé au point que j'ai fait caca. oui. Et ça, j'étais là, oh, merde. J'espère que Marco a pas vu ça. C'est horrible. Ouais, t'étais embêtée. Tu vois, j'étais un peu embêtée par rapport Ouais. à ça. Alors, discrètement, tu vois, je remballe les serviettes que j'avais mis, j'emballe discrètement mon truc pour pas qu'il se soit associé à... Oui. Qui est con, mais bon, c'est comme ça, hein, je suis comme ça, je vais pas me changer. Lui, très gentiment, n'a fait aucune réflexion là-dessus, bien évidemment. Et en fait, le bébé sort du ventre, et moi, j'ai plus mal. C'est fini, je vais très très bien. Donc je prends mon bébé dans les bras. Oh, c'est une petite fille, oh bravo, bienvenue, t'es trop mignonne, et patati patata. Et je lui fais une petite fête en étant super contente de la voir, tu vois. Et je vois Marco, qui est à demi par terre, comme s'il avait reçu un coup sur la tête, tu vois, à me regarder, l'air de dire, mais comment elle fait, quoi. Tu sentais que c'était... Marco était plus épuisé que moi de cette naissance-là. Parce qu'une fois que nous, c'est passé, hop, t'as plus mal, tu prends bébé, youhou. T'arrivais vraiment à être dans le moment, à être dans cette joie d'accueil. Marco était encore pleinement là dans ce qui le venait processus. qui venait de se passer. Donc... Juste par rapport au diaphragme, est-ce que tu penses que c'est bien de faire des points ostéopathie pendant une grossesse On dit que le diaphragme peut être bloqué, il y a des choses au niveau du bassin qui peuvent être compliquées sur des corps qui vont pas spécialement très 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 bien. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça ? Première chose, c'est quand même super important d'apprendre comment fonctionne la respiration. Oui. Donc, vous pouvez très bien vous-même faire des exercices respiratoires pour apprendre à respirer avec les abdominaux, enfin avec les diaphragmes, et de bouger tout ce qui est viscéral, parce que ça fait des massages et ça évite que les choses stagnent. Et tout ce qui ne bouge pas a tendance à s'ankyloser. Et au niveau des organes du ventre, tout le système digestif a besoin d'être massé aussi. Et ça peut être un massage naturel par justement la respiration. Donc, en tant que kiné, on a un énorme bloc qui s'appelle tout ce qui est respiratoire. Et c'est merveilleux d'apprendre à savoir comment respirer. Parce que tu débloques des tas de tensions et tu te masses le foie, le pancréas. Voilà. Donc, première chose, si ce qu'on vous dit là aujourd'hui, ça vous parle, n'hésitez pas à faire des travaux respiratoires. C'est super bon pour le corps en général, enceinte ou pas enceinte. Bien sûr. Après, évidemment, si vous avez le temps, les moyens, le plus vous faites de travail sur le corps avec des professionnels, pas professionnels, vous en sentez le besoin, vous en sentez pas le besoin, tout est bon à prendre. Oui. Tout est bon à prendre. De toute façon. Et l'acupuncture et le déclenchement de l'accouchement, est-ce que toi, t'as une vision par rapport à ça ? Des retours de femmes ? Oui, il y a un retour de femme de Amaya, une copine à moi, qui parce que elle avait sa sage-femme qui devait accoucher avec elle, qui partait en vacances. Elle lui a montré un point de stimulation d'accouchement. Donc, elle a travaillé dessus. Oui. Elle a eu des contractions pendant 2 jours et demi. Elle était épuisée. C'est-à-dire qu'effectivement, le processus s'est déclenché, mais le bébé n'était pas prêt. Il ne faut pas chercher à contrôler. Il faut chercher à se soulager. Et voilà, faire confiance. Se soulager, accueillir. Voilà. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, que vous avez mal, que vous avez un inconfort, cherchez le confort. Cherchez le soulagement. Ne pas chercher le contrôle. Oui. Non, non et non. Enfin... Sauf si c'est une césarienne, parce qu'il y en a déjà eu 3 et que le médecin qui vous suit va planifier que c'était tel jour, tel jour, tel jour. Oui. Mais à partir du moment où vous partez dans une idée que vous laissez la nature faire, faut vraiment la laisser. En vrai. Moi j'ai tendance à vous dire ça. Après, c'est à vous de voir en fonction où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez entouré, où vous vous sentez que... Là où vous aurez le moins peur, c'est là où vous vous lâcherez le plus, où vous accepterez le plus. Donc, il n'y a pas de règle à suivre. Bien sûr, ça dépend de chacun. C'est vous qui allez vers des solutions de non-peur, de soulagement
et de relâchement. Point barre. Tout est bon à partir de ce moment-là. Mais ne prenez pas des décisions par peur. C'est difficile à... Parce que parfois, on l'observe pas non plus, hein, sa peur. Mais oui, parfois, il n'y a pas le recul nécessaire, mais... Tout à fait. Alors, donc là, vous accueillez bébé. On accueille bébé. Vous découvrez que c'est une fille. On découvre que c'est une petite fille. Est-ce que vous aviez choisi le prénom ? Alors, rigolo l'histoire des prénoms. Quand on était à Marie-Galante, à l'hôpital, là, j'attendais à prêter mon corps à la science. Il y avait un bouquin avec des prénoms et on a attendu pas mal de temps. Et donc, j'ai dit à Marco, écoute, en attendant, tu regardes toute la liste des prénoms, féminin et masculin, et tu écris sur un bout de papier ceux que t'aimes bien. Oui. Moi, je fais la même chose de mon côté. J'écris tous les prénoms que j'aime bien, garçons et filles, et après, on verra lesquels sont en commun. Oui. Et on pourra choisir à partir de prénoms qu'on sait que tous les deux, on aime bien. Oui. Tu vois, Et donc, garçons, aucun en commun. Il n'y en avait aucun en commun. Filles, il y en avait au moins 5. Il y avait 5 prénoms en commun chez les filles qu'on aimait bien, dont le prénom Gaïa. Oui. Donc, on laisse les choses se faire. On dit, bah, écoute, on a encore le temps, on verra bien. On verra bien si on a des idées qui viennent ou pas. Et donc, après la semaine qui a suivi notre prise de décision de prénom, en fait, est apparu dans notre quotidien 3, 4, 5 fois le prénom Gaïa. Excellent. J'ai reçu un email, les jardins de Gaïa, on va se balader en ville, on voit les délices du jardin de Gaïa, on voit... Donc on s'est regardés tous les deux en disant, je pense que ça doit être Gaïa. Que si ça avait été un autre prénom qui nous sautait plusieurs fois aux yeux, on aurait choisi. Voilà, c'est rigolo, l'anecdote. Excellent. L'anecdote des prénoms. Donc ça, c'était à peu près à quel terme, le choix du prénom ? Je dirais 6 mois. Ok. 6-7 mois. Et moi, j'avais en tête que c'était une fille. Donc vous n'aviez pas choisi de prénom masculin ? Il n'y en avait pas. Mais ça pouvait pas être un garçon. Ça aurait été compliqué alors. Okay. On l'a rappelé Gaillot. Je sais pas. Mais bon. C'est rigolo comme quoi, effectivement, des fois, ça n'a pas de... Et vous étiez d'accord tous les deux avec Marco pour pas connaître le sexe du bébé ? C'était pas qu'on voulait pas le connaître, Ouais. C'était juste que... je pense qu'à une échographie qu'on avait fait à Marie-Galante, c'est possible qu'on ait su le sexe à ce moment-là. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu la possibilité de savoir, j'ai jamais dit je veux pas le savoir, je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. Donc là, tu le savais. Mais j'aurais pas fait une échographie pour savoir le sexe. Oui. Donc voilà, nous avons fait les prénoms, Gaïa est arrivée, alors oui... la première nuit. Tout de suite, en fait, j'ai pas fait l'erreur d'Elvire, c'est-à-dire que je lui ai fait un bain chaud tout de suite. Ouais. Ah oui, non, ce qui est hyper drôle. Ouais, allez, je fais ma version. Donc il me dit, le cordon, comment on fait et tout ça. Je lui dis, tu vas chercher des ciseaux, tu les fais bouillir dans de l'eau pour les aseptiser. J'avais des fils de couture pour recoudre les tissus humains s'il y avait besoin. Oui, du fil stérile. Du fil chirurgical. Ouais. Voilà. Donc, je lui explique, une fois que le placenta ne battait plus, tu fais 2 petits nœuds, donc je vais montrer comment faire, les petits nœuds sur le cordon près du bébé et un petit peu plus loin. Et en fait, comme ciseaux, ce qu'il avait seulement trouvé comme ciseaux qui n'étaient pas en plastique, qui étaient seulement en métal pour le faire bouillir, c'était des ciseaux à ongles, tu sais, les petits ciseaux à ongles, machin truc. Et donc, là, il me regarde, tu sais, hyper amoureusement avec les petits ciseaux au moment de couper le cordon ombilical de bébé, hyper ému, tu vois, genre, ça y est, on va donner vie à ce bébé de manière autonome, tu vois. Et il approche les ciseaux amoureusement du cordon et il appuie et il se passe rien parce que les ciseaux n'étaient pas assez forts parce que c'est du cuir. Là, je vois qu'il commence, tu sais, du côté hyper romantique à s'acharner un petit peu. Au côté technique. Oui, tout ça, Et là, on commence à rigoler tous les deux. En fait, il faudra prendre d'autres ciseaux qu'on a désinfectés à l'alcool. Oui. Bon, bref. Donc, bébé... Parce que tu racontais aussi que le cordon raconte juste sa constitution.
Mais c'est comme un fil d'antenne. Je ne sais pas si vous avez vu des fils d'antenne où quand tu coupes, tu as des milliers de petites fibres, de petits canaux. En fait, c'est pas un gros tube avec du vide, mais c'est plein de petits canaux. Et donc, c'est plein de matière, en fait. C'est plein de peau, c'est plein de cuir. Et après, quand c'est plat, on va dire, tu as 1 cm de large sur peut-être 3 mm de cuir à couper. C'est hyper dur. Et puis après, voilà, un petit pansement, une petite gaze avec de la bétadine. Pouf, tu mets sur le nombril de bébé. Tu lui bandes le corps. Et puis, ça, on a fait après. Je l'ai douché avant. Je lui ai fait un bain. Je lui ai fait prendre un bain, en fait, tout de suite. Donc, je me suis installée par terre. J'ai mis un bras sur mon tapis. On a mis de l'eau chaude dans la baignoire et on lui a fait tout de suite prendre un bain. Et c'était chouette, ça. Oh là là, c'était beau. L'avantage, c'est qu'on n'était pas tellement fatigués, puisqu'elle était née, il était 11h15. Et la journée, on n'avait pas fait grand chose. Enfin, moi, je fais un accouchement, mais bon, j'avais pas fait 3 km à la marche. Physiquement, j'étais pas super fatiguée. Donc, j'avais la frite. Ça a été assez rapide, quoi, entre 16h et 23h15. C'est ça, exactement. Donc, laver bébé, premier bain, avec un papa admiratif, émerveillé par la vie, par moi, par le bébé. C'était tellement beau de voir ce moment-là à travers des yeux de Marco aussi. Et oui. C'était beau. Et donc, je lui ai donné le sein, habillé chaudement, mis le pansement, mis le bandage. Et c'était rigolo parce que donc Marco, autant le dernier papa, il était médecin, donc c'était lui qui avait l'autorité. Même si moi je disais je suis d'accord ou je suis pas d'accord pour mon corps, mais c'était lui quand même qui avait l'autorité. Et là, ce coup-là, c'était moi qui avais complètement l'autorité au niveau santé. Donc il me regardait faire, émerveillé et en confiance totale de tout. Et ça, c'était vraiment joli. Donc voilà. Et donc on est parti se coucher avec bébé. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, on a déclaré bébé, mais une semaine après. Donc voilà, ça c'était rigolo. Donc tous les copains qui sont venus à la maison l'après-midi nous voir. Juste un petit bémol par rapport à ça, où en fait les gens sont restés. On a eu des visites de gens qui ne se sont pas rendus compte qu'ils pouvaient déranger. C'était trop. Et voilà. Et autant moi, j'étais tellement fière de montrer mon joli bébé que ça m'a pas tellement dérangé que ça. Mais en fait, Marco, il a fallu qu'il assume plein de trucs pendant toute la journée qui a suivi, plus l'accouchement, plus lui. Et le soir, il s'est couché, il en pouvait plus. Il a dit, c'est dommage, j'aurais dû dire de venir 2-3 jours plus tard, quoi. Là, il a un peu mal vécu, lui. Parce que du coup, il a pas pu vraiment profiter de Gaïa à ce moment-là. C'est ça. Il fallait qu'il reçoive les gens. Exactement. Il lui a volé un petit peu. Savoir se préserver effectivement de l'extérieur qui peut être très envahissant. Ça part pas d'une mauvaise intention, mais les gens parfois ne se rendent pas compte. C'est ça. Au lieu de passer, de faire un petit bisou, de dire félicitations et de repartir, ils ont fait. Voilà, il y en a pas mal qui sont restés faire conversation pendant 3-4 heures l'après-midi, quoi. Voire 5 heures, il a fallu. Donc pour lui, c'était un petit peu compliqué. Un autre truc qui m'est venu en tête que je voulais dire, donc le lendemain matin, moi en fait, dès 7, on va dire, c'est ça, dès que je me suis réveillée, je suis descendue en bas pour nettoyer mes draps, nettoyer le caca que j'avais fait, patati, parce que je voulais pas laisser ça à Marco, tu vois. Et donc, dès 8h, Marco qui se lève et qui me voit déjà en train de faire ma lessive, il me dit, mais Camille, vas-y, va te reposer. Non, ça va et tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait eu des taches un peu de sang, de machin sur les draps. Et le plus vite ça marinait, si tu veux, c'était nettoyé, le mieux je me sentais. Tu vois. Donc, l'impression de devoir ranger qui m'appartenait. Mais ça m'a donné l'énergie d'eux. Et là, j'ai senti qu'au bout d'une demi-heure à ranger, plier, nettoyer, tout ci, tout ça, j'avais des baisses de tension. J'étais fatiguée. Donc, je suis repartie me recoucher après. Et là, ça vaudrait le coup d'avoir des vieux draps troués, mais propres, pour les jeter, justement. Oui, pourquoi pas.
mais en même temps, Ça se fait, c'est quoi. pas la mort, quoi. Ouais, Je veux ouais. dire, enfin bon, moi j'étais. Bon, tout J'avais dépend tendance- de vos envies et C'est si ça, vous aimez exactement. faire un petit coup de ménage le lendemain et Voilà. ça vous Ça dérange pas dé- plus que ça. Ouais, ça dépend si Ouais. justement vous avez quelqu'un qui est préposé à faire ça et que vous sentez qu'il fait ça bien et qui a envie. Poser au linge, tu veux dire? Ouais, au linge ou au nettoyage ou à l'intendance de la maison ou tu vois. Si vous pouvez déléguer. Voilà, ouais, exactement. Hmm. Donc ça peut être fait. Donc il y a eu ça, un autre événement là qui n'était pas du tout cool. Hmm. On a une copine, ça devait être peut-être une semaine après la naissance de bébé. Quoique j'étais encore alitée, donc ça devait être peut-être 2 jours après, 2-3 jours après. Parce que t'es restée alitée? Non, une journée. Ok. Mais j'ai souvenir que on a une copine, Sabine, qui est venue, et elle est venue, j'étais au lit. Ouais. Donc, alors, à moins que ce soit pendant une sieste Ouais. où j'étais un peu fatiguée, ou je suis restée un jour couchée, puis après tu vis ta vie, mais en faisant des grosses siestes quand même, tu vois. Le matin, tu restes un peu plus longtemps couchée, et l'après-midi aussi. Et elle est venue voir bébé qui dormait, et j'avais envie, moi j'aime bien, surtout quand les gens n'ont pas de bébé, je sais pas pourquoi. J'ai envie que pour qu'il fasse connaissance avec l'enfant, ils le prennent dans les bras. Je trouve que le contact physique d'un bébé avec un corps d'un autre humain, moi, ça me fait des choses éthiques qui se passent. Et donc, j'ai pris mon petit bébé, tu vois, je l'ai pris dans mes bras. C'est pas forcément que je voulais qu'elle se réveille, mais je voulais la présenter à ce que Sabine le prenne dans les bras. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop. Est-ce que bébé, elle a avalé du lait dans les poumons? Et là, je vois bébé qui respire pas. Tu sais, Wow. Donc je la tiens, tout va bien et tout ça. Tu te dis ça va passer, puis ça passe pas, puis ça passe pas, puis ça passe pas. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Là, Marco qui me regardait, et lui, il panique tout de suite. Donc il me regardait, est-ce qu'elle on doit paniquer ou pas paniquer? Qu'est-ce que je dois faire? C'est normal, c'est pas normal. Et donc j'ai retourné vite mon bébé. Tu vois, j'ai mis la tête en bas, la main sur le ventre, comme ça. Je lui ai tapoté le haut du dos. Oui. Tu vois, voilà. Au niveau des omoplates. Au niveau des omoplates, respire. Et elle a duré encore un moment, tu vois. Et des là, secondes qui paraissent longues. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Je me disais, bon, tant que le bébé est pas bleu, ça va. Tout va bien, tu vois. Et après, elle a pris sa respiration. Donc, tu as seulement tapoté. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y avait pas à essayer d'ouvrir la bouche. Non, tu lui mets la tête en bas pour que s'il y a du liquide dans les poumons, que ça puisse sortir au maximum. Mais en bas, comment? En bas tu lui mets les fesses en haut et la tête inclinée, plutôt, voilà. Oui, effectivement. Oui, que s'il y a des trucs qui doivent sortir, qu'ils sortent la tête plus bas que les fesses. Bien sûr. Et la bouche vers le bas, évidemment, le ventre vers le bas. Ouais. Et puis ta main qui appuie un peu, du coup, la main qui est dessous. Tu lui tiens l'abdomen et les poumons. Et la tête qui tombe un peu vers le bas et tu tapes dans le dos. Et ça arrive à pas mal d'enfants de faire des apnées comme ça. Mais à cause du lait, ils ont pas. Ils régurgitent. Voilà, et c'est très difficile pour eux. Ils n'ont pas la glotte qui ferme bien le conduit, qui fait que si ils ont des remontées de lait, ça peut très vite faire une fausse route. Voilà. Il y a beaucoup de morts subites du nourrisson, je pense qu'ils peuvent être liés à ça. Je suis pas sûre à 100% de ce que je dis, mais ça me paraît un peu logique aussi, tu vois, que oui, ça peut arriver. Donc bébé a repris, ça arrive. C'était la première fois, toi, que ça t'arrivait? Aussi longtemps, aussi fort, ouais. Ok. Donc ça a duré combien de temps à peu près? Alors attends, je la prends. C'est difficile à dire, mais... 20 secondes. Mais c'est ou plus, très long. Mais ça fait super long. Oui, c'est très long. Ça fait super long. Sauf que avant qu'il y ait des trucs irréversibles, il faut quand même au moins, je sais pas, il faudrait regarder sur internet, mais docteur Google, je pense qu'il faudrait au plus d'1 à 2, 3 minutes. C'est quand le bébé il commence à devenir, et puis il change de couleur que là, oui, c'est hyper grave, quoi. Mais voilà, en 30 secondes, 40 secondes, ça arrive. Donc ça peut arriver dans la nuit, potentiellement? Bah oui, ça doit pouvoir arriver. Ça doit arriver. Moi, je sais que c'est pour ça que j'avais tendance à mettre mes enfants sur le ventre quand ils dormaient.
en me disant que s'il régurgite, que ça parte dans le lit, quoi. Ouais. Plutôt que ça reste dans la bouche et que le gamin, il puisse... Mais après, si c'était hyper vrai ce que je disais, je pense que les médecins, ils le sauraient. Et ils diraient, mettez tous vos enfants... C'est pas aussi simple. Voilà. Il y a peut-être d'autres problématiques. C'est ça. Je pense pas que j'ai la vérité par mon bon sens. Et si c'est le cas, c'est grave que les docteurs le disent pas. Tu vois, mais je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Ouais. Mais moi, je sais que ça me rassurait Oui. de me dire, voilà, si je mets mes bébés sur le ventre ou sur le côté, en tout cas calés sur le côté, avec un coussin dans le dos, qu'ils n'aillent pas sur le dos, qu'ils puissent régurgiter facilement. Oui. Et juste, tu parlais avant du fait d'être alité une journée. T'as entendu parler en Chine, les femmes, apparemment, elles appellent ça le mois d'or, où elles restent carrément alitées pendant 1 mois, où des personnes s'occupent de leur donner à manger, elles se lavent au lit, aux gants. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'en pense que ce serait vraiment pour moi un châtiment. Parce que ça peut être contradictoire. Ils disent que le corps a besoin de ça pour se régénérer, et en même temps, le fait de ne pas bouger, il y a aussi une stagnation au niveau du corps. Tout à fait. Moi, je suis les principes des mammifères dans la nature. Ouais, ça rebouge après, sinon ça meurt. Évidemment. Évidemment. Aucun animal va rester à un endroit caché. La vie reprend, quoi. Oui. Pour moi, au niveau de l'alimentation, ils disent aussi que du coup, ils font des bouillons d'os, des choses, ils mangent du poulet, tu vois, des choses pour le après-accouchement. Toi, est-ce que après ton accouchement, il y a eu une différence alimentaire ? Est-ce que tu as eu envie de viande, par exemple ? C'était en fait pas pendant l'alimentation, mais pendant la grossesse, oui. D'emblée, le bébé, il te demande déjà des trucs. Voilà, pendant la grossesse. Moi, je sais que je mange très très peu de viande, où je prends que de la viande où je sais d'où elle vient, quoi. Et quand j'étais enceinte de Gaïa, j'ai eu des envies de viande, alors qu'avant, j'ai jamais été courir chez un boucher acheter de la viande, ça m'intéressait pas. Et là, il y a eu des moments où je me ferais bien un bon steak saignant. Donc tu laisses le corps aussi parler et te dire ce dont il a besoin. Voilà, complètement. Okay. Après, faut pas oublier que je pense que à l'heure d'aujourd'hui, nous vivons dans l'abondance totale de tout. Enfin, pour nous, pour les Occidentaux, je parle, que les choses soient claires. C'est pas le cas partout dans la planète. Loin de là. Donc, je pense qu'on risque beaucoup plus l'obésité, la surbouffe et la malbouffe que de manquer de calcium. Bien que la malbouffe fait aussi que les gens peuvent être... Il y a des carences sur certaines choses. Tout à fait. Et donc, je pense que alors, ce qui pouvait être valable il y a 100 ans, parce que les femmes, il n'y avait pas assez à manger. Oui, donc il y avait des bossaient comme des malades. Du poulet, des bouillons d'os. Exactement. Ça n'a plus lieu aujourd'hui. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a une tradition qui a été mise en place pour la survie. Et que, effectivement, les femmes, elles avaient... C'est pas facile, j'imaginais, il y a 100 ans de vivre en Chine... avec grossesse sur grossesse, travail au jardin, potager, les enfants, et d'avoir dans une vie de femme 1 mois où quelqu'un d'autre s'occupe de toutes tes tâches ménagères de tous les jours, oui, elles en avaient vraiment besoin. Oui. Aujourd'hui, il y a des crèches, aujourd'hui, on mange mieux, on travaille moins dans les champs. Il y a des lave-linges. Oui. Et donc, ce qui pouvait, je pense, complètement être super sain à l'époque, aujourd'hui, oui et non. Carrément. Donc voilà. Donc juste la différence sur la propreté par rapport aux autres. Tout de suite, bébé, là, tu fais le système du pot. Ah oui, ça a très bien marché. Super. Les 3 premiers mois, parce qu'après on est parti en voyage en fait. On a toujours eu envie de faire un voyage, mais là on s'est dit, si on part pas au Canada, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller présenter bébé à nos familles en France. Sauf que du coup, en voyage, impossible de la mettre au pot systématiquement. Et chez les gens, tu papotes, t'es trop contente, t'es pas du tout liée au bébé à penser, quand elle se tortille, à la mettre sur le pot, quoi. Donc là, du coup, couche lavable.
Couche lavable en voyage, c'est pas possible. Ouais, couche jetable. Tu peux pas arriver chez les gens avec ta tonne de couches et après pour faire sécher, on avait un petit camion. Ouais. Trop d'intendance, ouais. Trop compliqué. Il faut simplifier dans ces cas-là. Faut simplifier. Et j'ai complètement oublié de parler. C'est maintenant j'ai le grand flash de comment j'ai su comment faire pipi à mon premier bébé Maloué. Oui. Je viens d'avoir le flash, c'était en Casamance. J'étais enceinte. Non, j'avais déjà Maloué qui était né. C'était dans la rivière Casamance, dans le sud du Sénégal. Et on était sur une grande pirogue à l'époque où je vivais là-bas avec mon bateau avec Maloué. Et il y avait le pirogue, mais bondé de gens. C'est une grosse pirogue. Et je vois un bébé qui se tortille au dos de sa maman. La maman le retourne de son pagne, le déshabille, sort de son sac un petit pot de bébé, pose le bébé. Mais le bébé, il avait 1 mois. Il était tout petit. Et le pose sur le petit pot et je vois le bébé qui a fait pipi. Et en fait, c'est de là qu'est m'est venue. C'est l'intelligence des femmes africaines du Sénégal que j'ai vu de mes yeux vus qu'un bébé qui se tortillait, qui venait de se réveiller, qui se met au pot, a fait pipi dans le pot. Parce que le pot, du coup, touchait son entrejambe, il y avait une sensation qui lui a permis de déclencher le fait de faire pipi. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un contact. Ouais, je pense que ça doit être un réflexe. Voilà, je pense. Donc toi, avec le pot plus commun, là, en France... Très évasé, où tu peux appuyer le bébé sur une partie de 2-3 cm, tu vois, tout autour. Oui, pour que ce soit confortable. Que ce soit évasé. Et confortable, pas que ce soit un bout, un bord qui soit donc il y a contact fesse-cuisse, quoi. Voilà, il est complètement appuyé comme s'il était assis quasiment sur une chaise, sur un petit pot. Oui. Et là, tiens, ça m'est revenu. Et là, ça déclenche instantanément, du coup. Bah oui. Ok. Bah oui. Bébé, pouf, stimulé, pouf, tu mets dessous et tu fais caca et pipi. Super. Donc on a fait ça pour Gaïa pendant les 3 premiers mois. Ça a super bien marché. On est parti en voyage. Elle a perdu complètement le réflexe. J'ai pas réussi à lui remettre. Ouais. C'était trop tard. Elle avait pris l'habitude de faire pipi caca dans la couche. Je la mettais au pot. Comprenais pas ce qui se passait. Ouais. Et même pire, parce qu'une fois qu'ils avaient l'habitude de comme moi j'étais pas présente au moment, présente physiquement, mais pas mentalement. Oui. À la tension. Voilà. Ça m'arrivait de la laisser dans son pipi, dans son caca pendant 1 heure ou 2, tant qu'elle se plaignait pas. Du coup, tant qu'ils sont confortables dans leurs besoins, ils râlent pas. Donc, ils prennent l'habitude d'eux. Et du coup, ouais. Puis bon, je pense qu'il y a aussi des caractères d'enfants qui sont très différents. Bien sûr. Merci Camille pour ces partages. C'était fabuleux. Merci beaucoup aussi Alice pour ton enthousiasme et ton sourire, ton émerveillement quand je raconte des histoires. Que je découvre parfois. Il y en a que j'ai déjà entendues, mais c'est toujours fabuleux de les réentendre. Avec plaisir. C'est génial. Tu vois, tu me donnes la confiance de pouvoir raconter et me dévoiler toutes mes petites histoires. Super. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez pu puiser aussi des informations dans tout ce qu'on vient de dire intéressantes et qui puissent vous aider. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Bye.